Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Cardano français. J'espère que vous allez bien et que votre milieu de semaine se passe en beauté. Alors, vous le voyez actuellement, Bitcoin est à 38 000 $. Tout va bien, on est dans le vert, mais plus tôt dans la journée, lorsque j'ai regardé, on était dans le rouge. Donc, il y a quelque chose qui est arrivé. Je sais qu'il y avait une nouvelle où une grosse banque ou une grosse institution financière a prédit que Bitcoin allait terminer l'année 2024 à 100 000 $. Et on sait également que dans le fond, il y a deux ou trois ETF qui ont été repoussés. La SEC a repoussé la décision de trois ETF. Donc, ça fait en sorte que probablement que toutes les ETF vont être approuvées le 10 janvier. Et le 10 janvier, c'est 2 jours avant mon anniversaire. Donc, sachez très bien que si jamais il y a la décision des différents ETF est approuvée le 10 janvier, eh bien, moi, malgré que je serai dans l'avion le 12, je vais fêter ça très, très, très fortement. Mais vous le voyez, dans le fond, nous sommes dans une ambiance festive. Et aujourd'hui, je voudrais vous parler justement de Partner Chain, donc vous expliquer tout ça, comment ça fonctionne. Et je trouve ça intéressant parce que c'est souvent la raison pour laquelle je ne vous sors pas une vidéo directement sur un sujet. Je sais que Partner Chain, Midnight, on en a parlé lors du IOSH, du Cardano Summit il y a presque un mois maintenant, mais je ne vous en ai pas parlé rapidement parce que je voulais comprendre justement et pas vous sortir une nouvelle et vous dire, ben voilà, Midnight, ça fait ça, Partner Chain, ça va faire ça, sans bien comprendre justement exactement de quoi il en est. Et là, aujourd'hui, je peux vous l'expliquer très clairement parce qu'on parle d'architecture technologique, d'architecture blockchain, d'interopérabilité entre les différentes blockchains et probablement justement avec les systèmes traditionnels. Donc, je peux bien vous en parler pour que vous puissiez comprendre et que je puisse vous donner mon avis sur cette nouvelle technologie et ce qui va arriver dans le fond d'ici les prochaines années dans l'écosystème de Cardano. Mais tout ça, dans le fond, j'espère que vous l'appréciez et pour savoir si vous l'appréciez, j'aimerais que vous smashiez bien fort le bouton like, que vous likiez la vidéo et que justement vous partagez l'épisode avec le plus de monde possible. Alors, vous le voyez encore une fois très rapidement. Oui, avant de commencer, la prochaine vidéo va être une vidéo à ne pas manquer, ou peut-être pas la prochaine, parce que je sais qu'on a la revue mensuelle de Cardano ce jeudi. Donc, la prochaine vidéo va être sur la revue mensuelle de Cardano, mais la vidéo juste après va être une vidéo à ne pas manquer. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, nous tombons dans le crunchy dans les 2 prochaines années vont être très cruciales et 2 prochaines années, peut-être pas, peut-être les 18 prochains mois, dans le fond, vont être très cruciaux. Pourquoi? Parce que justement, on va se rapprocher de plus en plus vers le moment excitant du bull run. Fait que ça va être un moment où il faudra plus dormir, il faudra rester devant son ordinateur 24 heures sur 24, il faudra être attentif et avoir une stratégie. Et c'est ce dont je veux vous parler très, très, très sérieusement, justement, dans 2 vidéos parce qu'il ne faudra pas tout foutre en l'air. Alors, je vous préviens déjà, ce bull run-là, c'est un bull run où vous ne devrez pas tout foutre en l'air pour maximiser vos gains parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir va être fait. Et là, on tombe dans une période, dans un entre-deux où les institutions ne sont pas encore là à 100%. Wall Street n'est pas encore là. Votre banque et votre institution financière ne vous appellent pas encore pour vous proposer justement des produits financiers en crypto. Donc, c'est encore le moment où il n'y a pas de mass adoption. Et donc, c'est probablement l'un des derniers bull runs où on va avoir justement des gains faramineux qui vont se suivre finalement avec un crash. Donc, ne manquez pas l'épisode dans 2 semaines parce que ça va être l'épisode dans lequel je vais vous expliquer ce qui va se passer justement en 2024-2025. Donc, soyez bien attentifs à ça.
Mais regardons rapidement le graphique au niveau de Bitcoin. Comme vous le savez, on a atteint les 18 000, les 38 000 dollars. On stabilise, on continue justement d'être dans cette diagonale montante. Donc, il n'y a pas grand-chose à rajouter, sauf qu'il pourrait y avoir encore une fois une correction. Donc, une correction qui pourrait nous amener justement aux alentours de 35, 34, 35 000 dollars pour que ça remonte parce que, évidemment, on l'a eu cette correction-là. On l'a eu ici, une correction. Généralement, on a des corrections de 30% durant le bull run, mais ça se peut que ce soit des corrections moins grandes parce que on a des whales qui continuent d'accumuler tranquillement, journalièrement, beaucoup de Bitcoin. Encore aujourd'hui ou hier, c'est 539 Bitcoin qu'une whale a accumulé. Donc, ne pensez pas qu'on va avoir des 50% ou des 30% et que ça ne va pas remonter très, très vite. Ça risque de remonter très, très vite et on ne risque plus d'avoir de situations comme ça d'ici la fin de l'année ou d'ici l'annonce justement de l'approbation de l'ETF. Au niveau de Cardano, je vous l'expliquais, mais je ne veux pas prendre trop de temps parce que j'ai beaucoup de choses à vous expliquer au niveau de Partner Chain. On voit évidemment, comme je le disais, là, que on avait cette première accumulation de Wyckoff qui est en train de se terminer. Alors, au niveau de cette accumulation de Wyckoff, celle-ci, la petite, nous nous trouvons à la fin de la phase D. Donc, on est à la fin de la phase D et à la fin de cette phase-là, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a une remontée spectaculaire. Donc, ici, à la fin de la phase D, on va remonter, puis on risque d'arriver justement aux alentours des 46 centimes, donc très prochainement. Dans la plus grande phase d'accumulation de Wyckoff, eh bien, justement, on a la première descente, la remontée, la deuxième descente, et dans cette phase-là, nous sommes au niveau du LPS. Et dans cette zone de LPS, quand on va remonter, eh bien, on va remonter justement à la zone d'accumulation qui va être aux alentours de 46 centimes. Donc, quand on va atteindre notre fin de la phase D, de l'autre côté, eh bien, on arrivera justement à cette zone, dans le fond, où on va avoir de l'accumulation et puis on va remonter à la phase E. Donc, encore une fois, on a deux petites zones d'accumulation de Wyckoff. On en a une plus petite ici où on est à la fin et on en a une plus grande ici où on va s'en aller justement au même point, dans le fond, d'accumulation avant de remonter aux alentours des 60 centimes. Donc, encore une fois, soyez proches, mais ça, c'est techniquement ce que je voulais vous mentionner à la vidéo dernière que je n'ai pas eu le temps de vous mentionner. Donc, voilà un petit peu pour l'analyse que je voulais vous partager. Allons directement au niveau de Midnight et des partner chains. Alors, quand j'ai lu les premiers articles sur Midnight, je me disais, ah bah ok, c'est une blockchain privacy avec beaucoup d'éléments. On avait l'introduction d'un nouveau token et tout ça, mais comment est-ce que ça allait se passer exactement? Parce qu'on nous disait que justement c'était un milestone, que ça allait permettre la privacy, ça allait permettre de gérer le KYC, de gérer des transactions plus secrète, ou pas plus secrète, mais plus protégée dans le fond, de garder notre vie privée. Mais ce qu'il faut comprendre dans le fond, c'est que c'est pas vraiment ça que ça va faire ou de la manière dont ça va fonctionner. Parce que oui, Midnight, ça va être la première partner chain sur la blockchain Cardano, mais qu'est-ce que ça veut dire d'être partenaire sur la blockchain Cardano? Eh bien, ça nous donne une introduction vers les blockchains de quatrième génération. Sauf que les blockchains de quatrième génération, c'est un petit peu drôle parce qu'on n'a pas encore vraiment finalisé le concept de troisième génération de blockchain. Cardano est encore en développement. On a encore plein de choses à faire sur la blockchain Cardano. Donc, les blockchains de quatrième génération, du point de vue de Charles Hoskinson, ça va être des blockchains qui vont permettre l'interopérabilité, qui vont permettre la collaboration pour justement être en mesure de travailler avec les autres grosses blockchains et également avec les systèmes traditionnels, donc les systèmes gouvernementaux, financiers et ainsi de suite.
Donc, c'est pour ça que justement, il mentionne que Midnight va être une blockchain qui va commencer justement une nouvelle ère vers une quatrième génération de blockchain et qui va permettre aussi le développement justement du Web 3.0. Donc, ça, c'est très intéressant. Et comme on l'aime dans l'écosystème de Cardano, c'est basé encore une fois sur des papiers de recherche, donc des documents académiques que j'ai lus, que j'ai déjà lus et que j'ai déjà utilisés dans certaines de mes formations. Mais c'est également pour ça que je ne vous fais pas beaucoup de présentations énormément techniques comme les présentations sur Nipopause ou alors sur les Babelfish et tout ça, pour savoir, pour comprendre comment ça marche. Parce que même le papier académique de Minotaur, je l'avais lu à l'époque, mais évidemment, c'était très complexe de le contextualiser. Je le comprends maintenant parce que justement, Charles Hoskinson en a parlé justement dans ses vidéos. Il nous a expliqué comment ça va fonctionner et c'est ce que je vais faire également dans cette vidéo. Je comprends maintenant beaucoup plus l'intérêt d'avoir justement Kachina et d'avoir des contrats intelligents privés qui permettent justement de garder la vie privée, de garder une logique d'affaires, de business entre différents acteurs qui ne veulent pas nécessairement exposer tout ça au monde ou alors juste à certaines entités gouvernementales qui pourraient vérifier certaines choses dans un contrat intelligent. Donc, ça reste quelque chose qui est très, très, très intéressant, qui est très, très d'actualité également. Et comme je le disais, qui va justement mener à l'adoption de masse de la blockchain Cardano et de l'industrie des cryptos en général. Alors, ce qu'il va falloir voir, c'est également la tokenomics, parce qu'il va y avoir deux tokens pour justement être en mesure de gérer ces partner chains. Mais encore une fois, ce n'est pas vraiment très, très bien expliqué justement dans ces différents articles, parce que lorsque l'information sort, eh bien, les gens se dépêchent justement d'écrire des articles en n'ayant pas vraiment de substance, en n'ayant pas vraiment, en comprenant l'idée générale, mais sans entrer vraiment dans les détails. Et c'est pour ça que lorsqu'on entend des partenariats entre Polkadot et Cardano, eh bien, c'est pas vraiment un partenariat vraiment d'une blockchain qui va permettre de l'interopérabilité avec une autre blockchain. Parce que dans ce cas-ci, c'est après trois articles sur le partenariat que je trouve un article qui mentionne dans le fond que Cardano va seulement utiliser la technologie Substrat qui est utilisée justement par Polkadot. Et Polkadot a fait un très, très beau travail en créant justement des partner chains et notamment avec Kusama. Donc, Kusama fait partie de l'écosystème de Polkadot. Il me semble que Cosmos également fait partie de ce même écosystème-là. Et donc, en utilisant Substrat, qui est une technologie finalement, qui est un SDK, donc un outil de développement qui permet justement d'avoir des partner chains, donc d'avoir des side chains d'une certaine manière et être en mesure justement que ces side chains-là soient en mesure de communiquer facilement avec la blockchain Cardano, mais également avec d'autres blockchains. Et comme on le dit encore une fois, c'était vraiment pour créer une synergie et développer justement le concept de Web 3.0 qui actuellement est très, très, très pauvre. Mais seulement, c'est pas juste d'utiliser justement la technologie de Polkadot, parce que c'est quand même intéressant, mais c'est de intégrer cette technologie-là justement à l'infrastructure et à l'architecture de Cardano, qui est unique et qui fonctionne très, très bien, qui est sécuritaire et qui permet justement de développer le côté de la sidechain de la blockchain Cardano. Alors, il y a beaucoup d'éléments justement dont je vais également vous parler, l'interopérabilité, la sécurité, la tokenomics et justement le partenariat entre ces différentes chaînes, comment ça va fonctionner. Tout ça pour, encore une fois, créer un meilleur futur justement pour le Web 3.0 et pour Cardano justement, notamment dans ce futur-là. Et rapidement, dans le fond, pour savoir ce qui va être utilisé au niveau de Substrat et des parachains, ben, dans l'écosystème de Polkadot, ils utilisent le terme parachain. Au niveau de Cardano, c'est partner chain. Donc, c'est finalement la même chose. Mais ce qu'on peut voir dans le fond, c'est que au niveau de Polkadot, ils ont des relay chains qui peuvent être utilisés comme bridge, des parachains, ça va être les partner chains dans notre écosystème-là, et dans le fond, les différents bridges pour passer dans le fond l'information d'une blockchain à une autre
pour l'interopérabilité. Donc, c'est grâce à ces bridges que Polkadot peut parler à Ethereum et ainsi de suite. Et les relay chains, je pense que je l'ai mal expliqué, mais ce sont juste des nœuds qui permettent justement de recenser l'information et de partager l'information au niveau de ces parachains ou ces partner chains. Mais je ne suis pas certain que Cardano va utiliser dans le fond cet élément-là de l'architecture de Polkadot. Alors tout ça nous amène justement à revenir un petit peu en arrière au niveau de l'architecture d'une application normale ou d'une application blockchain. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'architecture, eh bien, vous avez votre utilisation, que vous avez un ordinateur ou une tablette, et votre application web, dans le fond, vit évidemment sur Internet. Alors, il y a la logique d'affaires, de savoir ben, qu'est-ce que vous voulez faire sur cette application-là, c'est les différentes fonctions et ainsi de suite. Et on va utiliser justement des services externes et centralisés pour l'authentification. Ou bien on va utiliser AWS pour aller chercher de l'information ou stocker du code ou des choses comme ça. On va utiliser différentes fonctionnalités comme ChatGPT, comme intelligence artificielle ou Verify pour faire votre KYC. Et normalement, toute application eh bien, va avoir une base de données où toutes les informations seront stockées. Votre nom, vos prénoms, numéro de téléphone et ainsi de suite. C'est le modèle de base d'une architecture logicielle. Et par la suite, on arrive justement dans le Web 3.0. Et le Web 3.0, ce que ça veut dire actuellement, c'est qu'encore une fois, vous avez votre application au milieu, vous avez du code informatique qui représente chacune des fonctions de votre application, de votre logiciel. Et puis, dans le fond, chacune des fonctions va utiliser finalement des services externes et centralisés. Ça peut utiliser CoinMarketCap pour avoir le prix des différentes cryptos. Ça peut utiliser AWS. Ça peut utiliser ChatGPT, comme je le disais. Ça peut utiliser BNB ou Binance pour acheter et vendre certaines cryptos. Ça peut utiliser Verify pour le KYC. Généralement, ça va avoir sa base de données, mais ça peut utiliser une base de données qui est conservée sur AWS ou sur Azure. Et encore une fois, pour l'authentification, ça peut utiliser Google ou Facebook, évidemment, comme tout le monde le fait. Sauf que la partie décentralisée, le Web3 dont on parle actuellement, que ce soit pour des NFT ou peu importe, là, c'est la partie justement de votre wallet qui est la partie décentralisée normalement. Donc, votre wallet fait en sorte que c'est du Web 3.0 et l'utilisation de la blockchain, si jamais vous enregistrez quelque chose sur la blockchain ou vous allez consulter de l'information sur la blockchain, au lieu de passer par OpenSea, ben, vous allez directement voir votre NFT et l'exposer dans votre application directement sur la blockchain. Vous pourriez le faire. Et ça, c'est ce qui fait en sorte qu'on parle d'application décentralisée. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a beaucoup plus de choses à décentraliser si on veut vraiment arriver à une vraie application décentralisée, à une vraie DApp. Donc, tout ce qui est centralisé actuellement ici, là, il faudrait que ce soit décentralisé. Mais pour que ça arrive, il y a de l'infrastructure à développer au niveau de la blockchain. Et cette architecture-là, ça commence évidemment au niveau de Cardano. Alors, vous le savez, je vous l'ai déjà expliqué, Cardano, il y a différentes choses ou différents paramètres qui sont propres à Cardano. Et c'est ce qui a été expliqué justement avec différents noms. Il y a Cardano SL, Settlement Layer, Cardano Asset and Settlement Layer, donc le castle. Et donc, ce sont les différentes propriétés de Cardano qui va être la pièce maîtresse où va justement se passer les différentes ancrages au niveau de la blockchain. Mais il y a différentes particularités au niveau de Cardano. Évidemment, il y a les native assets, il y a Plutus pour les contrats intelligents, le EUTXO, les différentes versions de Roboros, Hydra, Santronet et ainsi de suite. Donc, il y a différents éléments au niveau de la boîte à outils de Cardano. Et ça, c'est la première couche, comme je vous le disais, dans différentes vidéos. Par la suite, une fois justement que cette architecture est faite et qu'elle est solide, à ce moment-là, eh bien, on peut développer justement des partner chains ou alors créer justement une couche computation layer ou alors des services. Donc, une couche de services
au niveau de l'écosystème de Cardano. Et la couche de service, dans le fond, c'est ce qu'on va appeler les partenaires. Alors, au niveau de ces partenaires-là, celui qu'on connaît évidemment le mieux, c'est Midnight qui va offrir des services pour conserver finalement la vie privée des différents utilisateurs. Donc, lorsqu'une DApp va vouloir utiliser une composante de sécurité pour conserver la vie privée de ses utilisateurs, eh bien, il va utiliser Midnight. Midnight, ça pourrait être utilisé pour le KYC, ça pourrait être utilisé pour des entreprises, des organisations qui veulent garder l'information de leurs clients privés, faire de l'échange. Et l'exemple qu'on nous a donné, c'était notamment des différentes cliniques qui veulent partager de l'information entre différents patients. Cette information-là doit être privée. Donc, la manière dont ils vont fonctionner, c'est justement, en se posant des questions sans révéler, justement, l'identité du patient. Est-ce que le patient 1, 2, 3, 4, qui s'appelle Quentin, eh bien, a fait des examens ou a passé une radio chez toi? Oui. Est-ce qu'il a eu ce genre de résultat? Non. Est-ce qu'il a eu ceci? Donc, en se posant des questions, tout ça, l'échange de l'information est confidentiel et donc on est jamais capable de relier l'information à la personne. C'est ce qu'on va pouvoir faire notamment sur Midnight. Et on peut avoir justement d'autres blockchains. On pourra avoir des DEX qui deviennent des partner chains. On pourra avoir World Mobile qui crée sa propre blockchain avec son propre token et ainsi de suite. On pourra avoir un chat GPT décentralisé. Et donc, ce genre de modèle-là, ce genre de partner chain a besoin d'une infrastructure. Et l'infrastructure, en termes de sécurité, serait Cardano. Mais il y a d'autres éléments justement à mettre en place, notamment la double tokenomics, parce qu'on va avoir deux tokens pour gérer justement ces différents partner chains. On va avoir la sécurité du réseau de Cardano qui va pouvoir supporter ces différents partenaires, ces différentes blockchains. Et dans le fond, tout ça va permettre d'avoir une prédictibilité, de prédire les frais de transaction sur ces différentes blockchains pour ne pas avoir de volatilité au niveau des frais de transaction. Et ces frais de transaction-là, comment ils vont être payés? Eh bien, ils vont être payés par Babel. Donc, Babel, c'est ce qui permet de payer en ADA, de payer en DOS, de payer en Native Asset. Et tout ça, finalement, est converti et est géré sur la blockchain Cardano. Et tout ça, finalement, c'est transparent pour l'utilisateur. Donc, peu importe la DApp ne doit pas avoir 36 wallets avec 36 coins différentes. Elle n'a pas besoin finalement de faire une transaction et de payer les frais avec du EDA comme ça se passe actuellement sur la blockchain Ethereum. Il faut toujours avoir de l'Ethereum pour faire des transactions de NFT et ainsi de suite. Eh bien non, grâce à Babel, vous pouvez payer de n'importe quelle manière. Et comment est-ce que les SPO, dans le fond, vont pouvoir sécuriser une partie du réseau de Midnight ou alors de différentes blockchains? Ça va être avec des supernodes. Des supernodes qui vont permettre justement de pouvoir sécuriser et la blockchain Cardano et les partner chains. Comment? Eh bien, c'est sûr qu'il ne faudrait pas que ces SPO aient une copie totale de la blockchain Midnight, dans le fond, pour pouvoir valider les transactions, mais grâce justement à Mithril ou alors à Zk-Snarks, dans le fond, ils pourront avoir une preuve de la totalité de la blockchain et être en mesure justement de créer des transactions, de créer des blocs, de valider des transactions et de créer des blocs, justement avoir une copie minime, mais qui garantit justement la totalité des transactions et sont en mesure finalement de valider des transactions et de créer des blocs et de recevoir des rewards de justement ces différentes partner chains auxquels ils vont pouvoir participer. Et donc, tout ça, ça va permettre une interopérabilité avec d'autres blockchains. Pourquoi? Parce il est très peu possible que justement une blockchain comme Ethereum ou les grosses blockchains, là, Ethereum, Bitcoin, name it, là, toutes ces blockchains-là, c'est très peu probable que ces blockchains-là deviennent des partner chains de Cardano. Et c'est pour ça que lorsque on avait annoncé le partenariat entre Cardano et Polkadot, les gens pensaient, à tort selon moi, que Polkadot allait devenir une partner chain de Cardano. Et tout ça, ben, ça ne fait pas une belle publicité pour ces différentes blockchains-là. Et avec
tellement d'animosité dans l'écosystème des cryptos, eh bien, c'est très peu probable que ça arrive. Mais lorsqu'on a justement des... Et l'objectif, c'est même pas ça. Parce que pourquoi est-ce que Polkadot deviendrait une partner chain? On veut vraiment que les partner chains offrent justement un service propre à eux. Donc, la blockchain Polkadot, c'est une plateforme de contrats intelligents, tout comme la blockchain Cardano. Il n'y a pas de plus-value à ce que ce soit une partner chain. Mais une blockchain comme Midnight ou un DEX comme WinRider ou un service mobile comme World Mobile, ça fait du sens que ce soit des partner chains. Pourquoi? Parce que, et ça, je vais l'expliquer en détail après, mais si jamais d'autres blockchains veulent interagir avec des services offerts spécifiquement sur la blockchain Cardano, eh bien, dans l'écosystème de Cardano, eh bien, ils vont être en mesure de le faire. Donc, la sécurité du réseau, c'est tout simplement parce que les SPO de Cardano vont pouvoir participer à sécuriser le réseau des différents partner chains et ces partner chains ne seront pas obligés d'être en POS, en Proof of Stake. Ça pourrait être une partie POS, une partie Proof of Work, une partie Proof of Authority et plusieurs consensus. Comment ça se fait? Eh bien, c'est grâce à Minotaur. Minotaur qui est en mesure de gérer plusieurs consensus et et d'élever, dans le fond, le niveau de sécurité de ces différentes blockchains parce qu'à ce moment-là, on a plusieurs consensus et pas un seul consensus. Mais évidemment, il y a des enjeux de sécurité qu'il faut encore déterminer et s'assurer de ne pas briser finalement ces éléments de sécurité, mais renforcer dans le fond une blockchain avec plusieurs consensus, c'est quelque chose qui a déjà été discuté par Charles Hoskinson et dans l'écosystème de Cardano. La double tokenomics. Cette double tokenomics-là, c'est que dans le fond, on doit avoir deux tokens. Et deux tokens, c'est pas quelque chose de nouveau. On a ça au niveau de plusieurs blockchains, notamment VeChain qui a son token VeChain et également Vitor. Vitor qui est un petit peu le fuel. Dans le fond, si vous avez du VeChain eh bien, et que vous sécurisez le réseau VeChain grâce à la quantité de VeChain que vous avez, vous allez gagner dans le fond du Vitor. Et dans le fond, ce Vitor-là, il me semble qu'il est utilisé comme fuel sur la blockchain VeChain. Également, MakerDAO, qui a son token Maker, qui est son token finalement de gouvernance et qui est très volatile, a également le DAI comme deuxième token, qui est justement un stablecoin. Et ce stablecoin est backé notamment par Maker, mais également par Ethereum et par Bitcoin également. Donc, on voit que avoir deux tokens pour une blockchain, c'est pas quelque chose de particulier, c'est pas quelque chose de propre et que Cardano a inventé, c'est quelque chose qui existe déjà. Et comme je l'expliquais également, dans le cas de Midnight, on va avoir Dust qui va être le token utilisé sur la blockchain Midnight pour effectuer des transactions. Et normalement, c'est un token qui devrait avoir une petite volatilité, mais très infime, pour être en mesure de prédire les différents frais de transaction. Et pour que ces partner chains, pour avoir une bonne tokenomics dans le fond, ces partner chains doivent avoir un deuxième token qui serait un native token sur la blockchain Cardano. Et ce native token-là devrait être justement deflationary. Donc, il ne va pas avoir plus de tokens au fur et à mesure, mais il devrait y avoir moins de tokens au fur et à mesure pour que les gens, justement, aient un incitatif, justement, à vouloir acheter ce token-là et de vouloir le recevoir comme reward. Parce qu'on veut que la valeur du token augmente avec le temps et ne baisse pas, mais elle va augmenter si jamais il y a de l'utilisation et si jamais justement il y a de la spéculation, bien entendu également, mais surtout s'il y a de l'utilisation au niveau justement de cette blockchain qui va être partenaire à l'écosystème de Cardano. Donc, ces doubles tokenomics, il faut encore voir si ça va bien fonctionner, si le fait de backer dans le fond le token sur la blockchain avec le native asset, si ça c'est quelque chose qui va fonctionner, mais c'est quelque chose, dans le fond, qui est envisagé au niveau de la blockchain Cardano. Et comme je le disais, les utilisateurs vont pouvoir payer directement en Dust ou alors avec le native asset ou alors en ADA, leurs frais de transaction, ce sera transparent parce que les bubble fees vont prendre en considération tout ça et ça va être magique, vous allez le voir. Alors, comme je le disais, une fois justement qu'on a mis ça en place, eh bien, les différentes autres grosses blockchains et les dApps sur les différentes blockchains vont pouvoir justement interagir plus facilement avec ces différentes partner chains. C'est ce qui va créer finalement l'interopérabilité
comme on le voyait au niveau de la blockchain Polkadot, dans l'écosystème de Polkadot, là. Donc, les différentes dApps là, qui ne veulent pas nécessairement avoir affaire à Cardano vont pouvoir aller chercher de l'espace mobile au niveau de World Mobile, vont pouvoir utiliser le DEX de Cardano pour faciliter de l'interopérabilité ou faciliter de l'échange sans passer par un exchange centralisé, vont pouvoir utiliser même ChatGPT ou même du Charlie Free pour les oracles. Donc, toutes ces partner chains, finalement, vont créer des liens avec les différentes blockchains. Et c'est pour ça que je disais qu'il y a très peu de chances que les gros noms au niveau de la blockchain décident finalement de devenir une partner chain. Mais c'est très possible qu'ils utilisent, qu'ils décident d'utiliser finalement des partner chains pour communiquer directement avec Cardano. Et encore une fois, ça fait grossir l'écosystème de Cardano. Ça encourage justement l'interopérabilité, la collaboration finalement entre les différentes blockchains. Et c'est une narrative, je pense, qui va avoir beaucoup de poids justement dans ce prochain bull run, surtout si Cardano est en mesure d'attirer beaucoup pas de DApp, mais de partner chain, et que justement le premier test qui est fait avec Midnight est un test qui est concluant, en espérant que ça n'arrive pas trop tard lors de ce bull run. Et donc, une fois qu'on a bâti tout cet écosystème-là, eh bien, à ce moment-là, on peut voir que le vrai DeFi peut se faire. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, ben, on n'a plus besoin de choses centralisées. On peut utiliser justement au niveau des dApps, là, lorsque une dApp est développée ou qu'une application traditionnelle est développée ou qu'une dApp dans l'écosystème de Solana ou d'Ethereum est développée, eh bien, chaque bout de code qui représente une fonction va pouvoir interagir non pas avec CoinMarketCap, mais directement avec Chainlink, ou non pas avec MetaMask, mais avec Lace, non pas avec Verify, mais avec justement Midnight pour le KYC par exemple, non pas avec Binance, mais directement avec un exchange. Et c'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir une vraie application décentralisée. Pourquoi? Parce que l'application ne va plus utiliser d'entreprises ou de produits centralisés, mais bien des produits qui vont être décentralisés. Au lieu d'utiliser IPFS ou alors d'avoir sa base de données sur AWS, eh bien, on va utiliser Filecoin. Et encore tout ça, si jamais ce sont des partner chains qui sont dans l'écosystème de Cardano, eh bien, évidemment, ça va bénéficier Cardano également. Donc, voilà un petit peu comment fonctionnent vraiment les partner chains, pourquoi le partenariat entre Cardano et Polkadot n'est pas exactement ce qu'on pensait. Ce n'est pas directement les deux blockchains qui travaillent ensemble et qui vont permettre de l'interopérabilité directement entre les deux blockchains. C'est plus d'utiliser une technologie développée par Polkadot qui est open source, qui est reprise et améliorée par Cardano et IOHK. Et en finalité, si ça permet de créer justement une partner chain qui crée un lien d'interopérabilité entre les deux blockchains, eh bien, c'est là qu'on va être gagnant et c'est là que justement, il va y avoir de la vraie valeur justement à ce partenariat-là. D'ici là, eh bien, c'est juste l'utilisation d'une technologie entre deux entités qui veulent bien travailler ensemble et dont les deux fondateurs, finalement, des deux blockchains ont travaillé également sur Ethereum, se sont quittés pas en bon terme, mais finalement, on voit que justement, ils sont revenus pour justement se dire, bon, ben, finalement, si on laisse nos différents à part il y a 10 ans, lorsqu'on a confondé Ethereum, eh bien, on devrait être en mesure de travailler sur l'interopérabilité entre les blockchains parce que nous sommes rendus là en termes d'écosystème de Cardano et vous, Polkadot, vous travaillez là-dessus depuis que vous avez créé justement cette blockchain-là. Donc, travaillons ensemble et je pense que c'est la meilleure chose à faire justement pour avoir une vraie expérience de Web 3.0. Mais rapidement pour terminer, est-ce qu'on va être en mesure justement de créer cet écosystème-là et de cette interopérabilité avec justement des situations comme celle-là où Charles Hoskinson perd complètement la boule là, et s'en va après Ethereum et puis après Bitcoin. Comme je le disais,
Actuellement, là, j'ai encore quelques réserves justement sur cette stratégie de sidechain et de partner chain. J'ai encore besoin d'analyser les choses et de voir justement comment cet écosystème-là va se développer et va attirer justement d'autres blockchains pour pouvoir travailler avec nous. Mais au final, c'est pas vraiment les blockchains qui vont travailler ou qui vont utiliser les partner chains. C'est plus les applications. Donc, étant donné que s'il y a une DApp qui veut aller chercher la liquidité au niveau de la blockchain Cardano, mais qu'elle est développée dans l'écosystème de Ethereum ou de Solana ou peu importe, eh bien, s'il voit qu'il y a beaucoup de liquidité à aller chercher au niveau de la blockchain Cardano, le TVL est en feu, donc il y a de l'argent à faire, eh bien, c'est sûr que c'est ces applications-là qui vont développer, qui vont faire les efforts pour s'intégrer à la blockchain Cardano. C'est pas Vitalik, c'est pas Anatoly, c'est pas les Bitcoin maximalistes là, qui vont commencer à développer des ponts ou faire des efforts pour justement interagir ou faire de l'interopérabilité avec Cardano. Mais c'est toutes les applications qui sont développées dans ces différents écosystèmes-là qui veulent faire de l'argent qui vont faire les efforts justement pour interagir et faire bouger, aller chercher de la liquidité qui se trouve dans l'écosystème de Cardano pour devenir riches eux-mêmes. Donc, c'est pour ça que lorsqu'on voit justement Charles Kingston justement mentionner que bon, ben voilà, la SEC va après Cardano, va après Solana, va après les blockchains, sauf Bitcoin et Ethereum, eh bien, pour moi, je ne vois pas vraiment de problème à ça. C'est sûr que ça ne paraît pas très invitant, mais encore une fois, ce n'est pas la personne qui devrait vous convaincre que tel blockchain ou que tel produit est un bon produit. C'est plus justement vous. Est-ce que vous allez pouvoir faire de l'argent en utilisant cette blockchain-là? Évidemment, la personnalité de la personne, ça peut avoir une certaine influence, mais en bout de ligne, c'est plus le côté, est-ce qu'on est capable est-ce que la communauté est bien? Est-ce que la technologie est bien? Est-ce qu'il y a des bénéfices à utiliser justement cette blockchain plutôt qu'une autre? Et si la réponse est oui dans ces trois critères-là, eh bien, je ne pense pas que juste le personnage devrait vous empêcher justement d'utiliser cette technologie. De toute façon, nous, on le connaît, Charles. Ça fait plus de 6 ans qu'on le voit et qu'on a cette expérience-là. Et si on regarde les commentaires, il y a quand même des bons commentaires que j'ai vus, notamment là, sur Twitter par rapport à Charles. Donc, moi, je ne suis pas inquiet là-dessus. Du moment qu'il continue justement à être un bon visionnaire, à travailler encore avec IOHK pour justement contribuer au développement de l'écosystème de Cardano, pour moi, c'est juste ça que je demande. Parce que s'il fait bien son travail, eh bien, ça veut dire que nous tous, nous allons pouvoir en profiter financièrement, mais également pour notre vie de tous les jours dans le futur. Alors, je termine là-dessus. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et comme je le disais, les deux prochaines vidéos vont être très intéressantes. La revue mensuelle de Cardano du mois de novembre et également justement la vidéo qui va vous expliquer justement tout ce que vous allez devoir faire à partir du 1er janvier pour être sûr de profiter un maximum du prochain bull run. Ben, deux bull runs dans lesquels nous sommes depuis le début de l'année dernière. Alors, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne continuation de semaine. À très bientôt. Peace.